Il a également travaillé pour différentes entreprises, Rothschild, Roland Berger et aujourd'hui sa propre compagnie. Mais c'est aussi, et c'est ça qui fait tout l'intérêt de sa pensée, c'est un homme d'action, mais c'est également un intellectuel qui a publié de nombreux essais depuis maintenant une dizaine d'années. Le premier que j'avais trouvé extrêmement intéressant, qui s'appelait L'avenir d'une exception, chez Flammarion, c'est ça ? Et puis, plus récemment, donc son rapport sur le monde arabe, dont il va parler ce soir, et puis là, très récemment, il y a quelques semaines, l'islam, une religion française. Donc, je voudrais juste faire une précision importante. Ce soir, Hakim s'exprime à titre personnel. C'est utile de le préciser parce que vous allez comprendre très rapidement, lorsqu'il commencera sa conférence, que ce qu'il dit, c'est pas de la pensée unique, c'est pas de la pensée tiède. Ça fait débat, c'est des opinions intéressantes qui font débat, qui sont pas forcément consensuelles, mais je pense que c'est aussi le rôle de Midan Mounira ici, d'inviter tout au long de l'année des intellectuels qui nous permettent de réfléchir ensemble au sujet d'intérêt commun pour la France et pour l'Égypte. Je vois que notre interprète s'installe progressivement et que donc je vais pouvoir passer la parole à Hakim et le remercier encore une fois d'avoir accepté amicalement de venir ici en Égypte où, dernière précision, il a sévi il y a quelques années comme professeur chez les Jésuites. Hakim, la parole est à toi. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Alors, je suis Hakim El Karoui. Je vais présenter mon travail sur la politique arabe de la France que j'ai fait avec ce qu'on appelle un think tank qui est l'Institut Montaigne. On y va ? Et qui s'inscrit dans à la fois une réflexion personnelle, parce que je me sens vaguement concerné, ayant moi-même des origines arabes, tunisiennes en l'occurrence par mon père, et qui était aussi la deuxième partie d'un travail commencé maintenant il y a 2 ans, et la suite donc d'un autre rapport qui s'appelait Un islam français est possible, que j'avais fait aussi avec l'Institut Montaigne après les attentats de 2015. Avec l'idée qu'il fallait comprendre ce qu'il se passait en France, qu'il fallait essayer d'avoir un regard calme et pondéré, qu'il fallait aussi être capable de mesurer la situation, pas seulement de la comprendre d'un point de vue qualitatif, mais de la mesurer d'un point de vue quantitatif. On avait fait une grande enquête sur qui sont, que pensent, que pratiquent, quelles sont les croyances des musulmans de France, les Français comme les étrangers. Et puis, on avait fini par un certain nombre de recommandations, notamment pour créer un islam endogène dans son organisation. Et forcément, on butait très vite sur la question diplomatique, la question géopolitique, la question de nos alliances. Et donc, j'ai eu envie de continuer, et j'étais agacé par ça. Ça, c'est la France qui dit le matin il faut lutter contre le salafisme, c'est insupportable, c'est contraire à nos valeurs, etc. Et puis l'après-midi, on décore le prince Ben Naïef qui est en photo, qui est le ministre de l'Intérieur saoudien. L'Arabie saoudite, il se trouve que le discours a changé, donc on peut en plus en parler librement. L'Arabie saoudite ayant construit, diffusé, organisé exactement ce que les autorités françaises dénoncent chez elles le matin. Donc, un agacement. Et puis parfois, quand on est agacé, on a envie de travailler. Un deuxième sujet d'agacement, c'est, et pardon pour les représentants de la France ici, mais il se trouve que j'ai présenté le travail déjà, le discours sur les droits de l'homme d'un côté, et puis le discours sur la Syrie, c'est insupportable, Bachar el-Assad est un bourreau, etc. Et puis, en fait, pratiquement aucun réfugié accueilli en France. Alors, pour des bonnes et des mauvaises raisons,
Les bonnes, c'est que les réfugiés ne voulaient pas venir en France quand ils avaient la possibilité d'aller en Allemagne. Les mauvaises, c'est parce que on n'avait quand même pas très envie de les accueillir, quand bien même c'était des réfugiés de guerre. Et puis la troisième, ça c'est la photo de la conférence d'Astana qui était destinée à, en tout cas, essayer de trouver un début de solution dans un cadre diplomatique très contraint, etc. Mais ce qui est frappant dans la photo, c'est qu'il n'y a aucun pays occidentaux. En fait, il y en a un qui est là, mais il est plutôt derrière le rideau. C'est les États-Unis. Et la France n'y est pas, alors que pendant plusieurs années, elle a eu un discours très engageant et très engagé sur la Syrie. Donc, 3 agacements. Comment on a réussi à disparaître de la scène diplomatique du Levant et de la résolution de la crise syrienne. Comment on réussit à tenir et à faire le grand écart sur l'Arabie Saoudite entre la volonté d'avoir des bonnes relations avec un pays qui est un ami, et puis en même temps la dénonciation du salafisme et du wahhabisme. Et puis, troisième chose, les droits de l'homme, qui structurent à la fois l'image de la France et son image et son discours. Bon, d'une certaine manière, l'idée qu'on n'y arrive pas. Alors, ce que j'ai essayé de faire, après m'être agacé, c'est d'être le plus factuel possible et de me dire, mais si on s'est retrouvé face à ces impasses-là ou ces contradictions, c'est peut-être parce qu'on y était obligé. Et donc, avec mon équipe, pendant 6 mois, où il y avait 6 personnes, donc on a fait un très gros travail quantitatif. L'objectif était de replacer la relation entre la France et les pays du monde arabe, et même au-delà du monde arabe, puisqu'on a inclus la Turquie et l'Iran dans notre travail quantitatif, essayer de comprendre comment était organisée la relation en regardant les flux. Les flux, c'est-à-dire les flux humains, l'immigration, les flux commerciaux, les flux financiers, les flux politiques, mais aussi les flux idéologiques, mais aussi les flux religieux, vraiment pour comprendre comment se structurait cette relation. Et ce qu'on voit, c'est que les Français ont longtemps cru qu'ils influençaient le monde arabe. La colonisation, la culture, l'économie. Et ce qu'on voit quand on fait ce travail quantitatif d'analyse des flux et des échanges, c'est qu'aujourd'hui, la relation est vraiment dans les 2 sens. La France influence et a de l'influence dans le monde arabe, à l'évidence, mais le monde arabe a aussi beaucoup d'influence en France. Donc je vais vous montrer ça en essayant de ne pas être trop long et de ne pas vous assommer de trop de chiffres. Mais malgré tout, vous allez voir, c'est intéressant. Alors, on est au Centre culturel français du Caire. C'est pas pour ça que je commence par ça, mais l'influence française, elle est d'abord culturelle. Alors évidemment, elle est assez répartie, parce que la géographie compte, mais elle est d'abord culturelle. D'abord parce qu'il y a beaucoup de Français qui vivent dans le monde arabe. La vérité, c'est qu'on ne sait pas combien. On ne sait pas combien parce que, d'abord, tout le monde n'est pas inscrit, tous les Français ne sont pas inscrits au consulat. Et puis, quand ils viennent de France, et puis il y a aussi beaucoup de franco-arabes ou d'arabo-français qui ont la nationalité, soit qui ont le passeport mais qui ne se sont pas déclarés au consulat, soit qui n'ont même pas le passeport mais qui pourraient avoir la nationalité. Donc les chiffres ici, c'est vraiment des ordres de grandeur. En gros, on est à peu près à 900 000 au Maghreb, 500 000 en Algérie. La source, c'est les autorités françaises, mais aussi les autorités algériennes, qui ont été amenées à compter de façon assez précise. 200 000 en Israël. Oui, pardon, j'ai mis Israël dans le monde arabe, hein, comme la Turquie, comme l'Iran, donc Israël. C'est pas, à proprement parler, un pays arabe, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la zone. C'est pas l'identité ethnique ou l'identité culturelle. Et puis, à peu près 100 000 dans la région, avec une très forte croissance du nombre de Français dans le Golfe. Ça retrace, ça dit, la dynamique économique et l'augmentation des échanges avec les pays du Golfe, mais aussi de plus en plus en Turquie, par exemple. Et donc, on arrive à peu près à ce chiffre de 1 million, 1,2 million. Quand on regarde maintenant le français, c'est évidemment un instrument d'influence. On a, sur toute la zone, ça c'est les chiffres de l'Organisation internationale de la francophonie, 33 millions de francophones, avec une très très grande majorité qui sont au Maghreb. Les 33 millions de francophones, c'est 16% des francophones, l'ensemble des francophones du monde. Mais c'est la moitié
des élèves qui apprennent le français, langue étrangère, dans le monde. Donc c'est un investissement de la France, du gouvernement français, pour permettre à ce que la langue française se développe dans la région, qui est considérable. Si on regarde maintenant les pays maghrébins, il y a un pays où on parle beaucoup plus français que les autres, c'est la Tunisie. Et puis le Maroc et l'Algérie, où le Maroc, enfin deux phénomènes qui sont un peu différents. Au Maroc, il y a eu une alphabétisation plus récente que dans les autres pays, et avec beaucoup d'analphabètes, notamment des femmes. En Algérie, tout le monde parlait français, mais il y a eu une politique d'arabisation assez efficace qui fait que les gens parlent aujourd'hui mal français, mais aussi mal arabe. Quand on regarde l'investissement éducatif de la France, alors, le réseau de la France d'apprentissage du français dans le monde arabe, c'est 2 fois le réseau français dans l'Union européenne. C'est vous dire à quel point la France a décidé d'investir dans la région. 40% des élèves dans les établissements francophones en activité dans le monde vivent dans le monde arabe. À l'inverse, donc un investissement très important pour diffuser le français dans le monde arabe. À l'inverse, le choix quasiment délibéré d'arrêter l'enseignement de l'arabe en France. Aujourd'hui, à l'école publique, au collège et au lycée, il n'y a plus que 8000 enfants qui apprennent l'arabe. Il y en a 50 000 à l'école primaire via le dispositif des ELCO. Et on pense qu'il y en a entre 80 et 100 000 dans les mosquées. Pourquoi est-ce que la France a arrêté d'enseigner l'arabe? Pour 2 raisons. D'abord parce que ce n'était pas populaire, parce que ça attirait des élèves d'origine maghrébine. Et l'enseignement avait lieu souvent dans les lycées de centre-ville. Donc il y a eu un effet de rejet. Et puis il y a un discours en France très assimilationniste qui dit s'ils apprennent l'arabe, ils ne vont pas pouvoir apprendre le français. Bon, ça date, puisqu'il y a eu à peu près la même chose avec les Bretons. Il ne fallait pas que les petits Bretons apprennent le breton. On a dit il faut faire pareil avec les Arabes. Le petit sujet, c'est que du coup, ils vont apprendre l'arabe, mais pas à l'école, dans les mosquées. Bon, maintenant, quand on regarde, je vais vous donner 2-3 chiffres, mais qui disent tous la même chose. Les étudiants étrangers en France, 30% viennent de la région. Et un quart, 30% viennent de la région. Quand on compare les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, il y a seulement 10% des élèves étrangers présents dans ces 3 grands pays d'enseignement supérieur qui viennent de la région. Il y a maintenant un peu plus d'étudiants qui viennent du monde arabe aux États-Unis qu'en France, mais là, il y a évidemment un effet de taille. Et puis, quand on regarde d'où viennent les élèves, c'est d'abord le Maroc, ensuite l'Algérie, ensuite la Tunisie. Vous voyez, les Égyptiens ils sont là, ils sont relativement très bas quand on sait qu'évidemment il y a 100 millions d'habitants en Égypte. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. La proximité culturelle, elle est d'abord avec le Maghreb et en fait d'abord avec l'Algérie, puisque ce chiffre, c'est 80% des élèves algériens qui vont faire des études à l'étranger viennent en France. 58% pour les Marocains et plus que 48% pour les Tunisiens. Et les Libanais, 25%, alors que dans l'enseignement secondaire, la France a une part de marché qui est absolument considérable. En fait, la France perd les élèves libanais quand ils partent à l'université. Quand on regarde maintenant l'influence économique, alors le monde arabe, c'est évidemment beaucoup moins que l'Union européenne. Mais de toute façon, l'Union européenne, c'est en soi un énorme marché pour la France et on ne peut pas comparer le reste du monde aux pays de l'Union européenne. Donc il faut comparer le commerce avec le monde arabe au commerce avec les autres grandes zones. Vous voyez, c'est 68 milliards de dollars hors matériel militaire. C'est donc plus que la Chine et à peu près autant, un tout petit peu moins que les États-Unis, pour une population qui finalement est comparable. Donc le monde arabe, ça compte pour la France sur le plan économique, surtout que c'est une des très rares régions du monde où nous avons un excédent commercial, puisque en général, nous sommes en déficit commercial avec à peu près tout le monde. On exporte dans le monde arabe à peu près tous les produits industriels et puis les biens de consommation. Nos structures d'exportation est très variée. Par contre, notre structure d'importation, sans surprise, c'est d'abord de l'énergie qui est là. Et puis, il y a des matériels électriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de délocalisation d'entreprises françaises vers le monde arabe ou le Moyen-Orient, en gros le Maghreb et puis la Turquie. Quand on regarde les produits eux-mêmes, qu'est-ce qu'on voit? Pour l'aéronautique, il y a 14% des ventes d'Airbus qui ont lieu dans la région. Ça, c'est essentiellement les grandes compagnies du Golfe, avec une croissance qui est très forte.
Quand on regarde maintenant les services, on a à peu près la même structure structure du commerce extérieur. C'est un petit peu moins important le monde arabe pour les services que le commerce, que le commerce de biens. Quand on regarde les échanges économiques et les remises des travailleurs, alors là on voit un chiffre qui est très frappant, c'est qu'il y a 6 fois plus de transferts d'argent des immigrés que d'aide publique au développement. C'est-à-dire que la meilleure façon pour la France, et d'ailleurs pour tous les pays occidentaux, d'aider et de soutenir ces pays-là, c'est de permettre à leurs nationaux de venir travailler en France parce qu'ils renvoient vers chez eux énormément d'argent. Beaucoup plus que ce que la France peut donner ou prêter directement. Quand maintenant on fait un zoom régional, c'est-à-dire qu'on considère plus, on n'est plus à l'échelle du monde arabe, mais on est à l'échelle régionale, ce qu'on voit, et ça c'était une très grande surprise pour tout le monde, y compris pour les chefs d'entreprise comme les diplomates, le Maghreb, c'est 50% de commerce de plus pour la France que les pays du Golfe, y compris le matériel militaire, y compris bien sûr l'énergie. Alors évidemment, ce n'est pas le même type de commerce, ce n'est pas des grands contrats d'armement, de structuration, de biens d'équipement, etc. C'est du petit commerce, mais ça donne un volume d'échange qui est considérable. La Tunisie, c'est autant que le Qatar et les Émirats. Pourtant, la Tunisie, c'est beaucoup plus pauvre que le Qatar et les Émirats. Le premier partenaire dans la région de la France, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, ce n'est pas l'Algérie, c'est la Turquie. 14 milliards d'échanges. Et le Golfe, c'est à peu près 20 milliards d'échanges. Donc, ça croît, on le verra tout à l'heure, mais ce n'est pas énorme. Le Levant, c'est seulement 4 milliards, avec un souci, vous verrez, sur un ou deux pays, et je reviendrai sur le cas de l'Égypte un peu plus tard. Alors, je ne rentre pas dans les détails de la structure des échanges dans le Golfe, au Maghreb, dans le Golfe. La Turquie, ce qui est frappant, c'est que c'est à la fois très diversifié, nos échanges avec la Turquie, tout type de produits, et c'est autant d'exportation que d'importation. Donc c'est devenu un partenaire très, très mûr, d'une certaine manière. Voilà, donc ça c'est quelques mots sur où on en est des échanges économiques. Quand on maintenant regarde les échanges politiques, ce qu'on voit, le centre en est la preuve, c'est qu'il y a une très forte présence historique de la France, de l'appareil diplomatique dans la région. Vous voyez, nombre d'agents dans la région 200, au Maghreb 429, dans le Golfe 200. Il n'y a pas le benchmark. Enfin, c'est plus qu'en Chine, par exemple. C'est la région où la concentration de diplomates et de personnes qui travaillent pour la France est de très loin la plus importante. C'est un tiers, d'un point de vue militaire, strictement militaire, c'est un tiers des opérations extérieures de la France. Les deux autres tiers, ils sont en Afrique subsaharienne. Mais un tiers, ça veut dire beaucoup. Il y a une base militaire aux Émirats. Et puis, je vous dis, alors, bon, ça c'est la photographie. Maintenant, on regarde l'évolution. L'évolution, franchement, elle n'est pas très bonne. Elle n'est pas très bonne sur le plan économique. Vous voyez, ça, c'est la courbe de la présence de la France au Maghreb. On est passé de un tiers, en gros, des échanges du Maghreb avec le reste du monde à peu près 18%. Donc, on a fait ça a presque été divisé par deux. Par contre, ce qu'on voit là, c'est la croissance très, très forte des échanges de la Chine avec les pays du Maghreb, et notamment avec l'Algérie. Là, ça, ce sont le volume d'échanges entre les pays du Golfe et le reste du monde entre 2007 et 2015, donc un peu moins de 10 ans. Ce qu'on voit, c'est l'explosion des échanges des pays du Golfe avec la Chine. Pareil pour le Japon, croissance pour les États-Unis, croissance forte pour l'Allemagne, croissance assez importante pour la France, mais avec des volumes qui restent finalement très bas. Le tourisme, c'est une exportation de services. Ce qu'on voit, c'est que suite au printemps arabe, il y a eu un effondrement de la présence des Français dans le monde arabe. C'est vrai au Maghreb, c'est vrai en Égypte, même si ça va un peu mieux depuis quelques temps. En matière de soft power, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un recul de la presse francophone, à peu près partout, y compris dans les pays maghrébins, et puis une influence sur Internet qui est vraiment faible. Une baisse des fonds de l'aide publique au développement pour une raison très simple, c'est que la France a de moins en moins d'argent. Très peu d'investissements quand on compare avec les États-Unis, mais aussi l'Allemagne et la Grande-Bretagne, très peu d'investissements dans l'aide humanitaire. En gros, la France, c'est sur, je ne sais pas, 3 ou 4 ans,
2011-2016, 300 millions, c'est là, un peu moins de 300 millions d'euros d'aide humanitaire. L'Allemagne et la Grande-Bretagne, c'est 3 milliards, et les États-Unis, c'est 10. Donc vous voyez, on est de 1 à 10 entre la France et l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et de 1 à 30 ou 35 entre la France et les États-Unis. L'aide humanitaire, c'est pas ici, c'est essentiellement l'Irak, et puis ensuite la Syrie, et puis les camps en Turquie. Les réfugiés, j'en ai déjà dit un mot, bon, on en a accueilli très peu, mais il se trouve qu'ils voulaient assez peu venir en France quand ils avaient le choix. Et puis ça, franchement, l'image de la France qui bouge, qui est en fait très très haute dans les anciens pays colonisés, c'est le paradoxe. Dans les anciens pays colonisés, tout le monde se récrie sur la France, la colonisation, etc. Mais enfin, l'image de la France est extrêmement bonne. Par contre, dans les pays qui n'ont pas été colonisés, comme par exemple la Turquie, l'image de la France n'est pas très bonne. Je ne sais pas s'il faut voir une relation de cause à effet, peut-être que la colonisation a laissé des bons souvenirs. Alors, quand maintenant on regarde dans l'autre sens, le monde arabe vers la France. Bon, pendant très longtemps, on s'est dit, bah non, ça n'existe pas. C'est la France qui influence le monde arabe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'abord, il y a eu un effet de l'immigration. Aujourd'hui, il y a plus de franco-arabes, de Français originaires du monde arabe, qu'ils soient étrangers, français par acquisition, ça c'est les immigrés, ou nés en France, dont les rapatriés. Donc ça, c'est des gens... non, comment ça s'appelle? Oui, pardon, c'est pas né en France, c'est né français, les rapatriés d'Afrique du Nord et notamment d'Algérie. Ça fait 3 millions de personnes qui sont nées dans le monde arabe, mais qui vivent en France et qui ont ou pas la nationalité. Il y a à peu près 3 millions de Français qui sont nés en France d'au moins un parent issu de la région, comme moi. Au total, ça fait à peu près 6 millions de personnes. Quand on les compare aux franco-européens, les franco-européens, c'est même tranche d'âge. Ce sont des gens qui sont nés, même caractéristiques, mais en gros, c'est les Espagnols, les Italiens, les Portugais. Ce sont ce sont de ces pays que sont venues des vagues de migration importantes. Il y a plus de franco-arabes que de franco-européens, tout petit peu plus. Et on ne compte pas les gens qui ont travaillé pendant longtemps dans le monde arabe, par exemple. Alors, l'immigration, je ne vais pas y venir, c'est un héritage colonial. Les premiers, c'est les Algériens, qui sont venus en France. Ensuite, vous voyez, les Marocains, les Tunisiens, et puis les Turcs depuis une vingtaine d'années. Il y a une immigration égyptienne qui est assez régulière, mais qui est quantitativement pas très importante, qui vient très largement du Delta. Je passe. Un petit chiffre en passant, 10% des médecins de France viennent du monde arabe, c'est-à-dire sont nés dans le monde arabe. Si on leur ajoute ceux qui sont nés en France d'origine arabe, et si on prend seulement l'hôpital public français ne tournerait pas sans les médecins nés arabes ou d'origine arabe. Bon, ça c'est pour les racistes de tout crin. Aujourd'hui, les visas, c'est-à-dire l'immigration actuelle, elle reste très importante pour la France venant du monde arabe, puisqu'on a 40% des visas. Donc ça c'est l'immigration légale, qui viennent du monde arabe. Les premiers sont les Chinois. Les réfugiés, c'est moins de 40%, c'est 25%, mais ça c'est le cas syrien. Et puis la grande nouveauté qui est le grand sujet politique pour la France dans sa relation aujourd'hui avec le monde arabe, c'est l'islam. À peu près 4 millions de plus de 15 ans qui vivent sur le territoire métropolitain sont musulmans. Au total, si on prend les enfants, on est à 5 millions et demi. On a aujourd'hui plus de pratiquants musulmans en France que de pratiquants catholiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la moitié de la population française qui se dit catholique, donc à peu près 30 millions de personnes, 33 millions de personnes. Sur ces 33 millions de personnes, il n'y a que 5% que l'on peut considérer comme des pratiquants à peu près réguliers. On mesure la pratique catholique par l'assistance à la messe, le dimanche. Soit une fois par semaine, soit une fois par mois. Bon, on arrive à 5%. Ça fait 1,6 million, 1,8 million de personnes. Les musulmans, c'est 4 millions de personnes de plus de 15 ans, mais c'est 2 tiers à 3 quarts qui pratiquent. Pratiquer, ça veut dire quoi? C'est respecter les interdits alimentaires, faire Ramadan. Faire Ramadan, c'est un engagement qui n'est pas du tout un engagement anodin. Bon, 3 quarts de 4 millions, ça fait 3 millions. 2 tiers de 4 millions, ça fait 2,6 millions. C'est nettement plus que les pratiquants catholiques. Comme par ailleurs, les musulmans
sont venus très largement immigrés, ouvriers, pour reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale, après être morts pour la France dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ils vivent dans les grandes régions industrielles. Le Nord, la région parisienne, la région lyonnaise, l'arc méditerranéen, et puis un peu Bordeaux-Toulouse et l'Alsace. Quand on demande aux Français combien il y a de musulmans en France, ils vous disent 30% de la population. 30% de la population, ça fait 20 millions de personnes, 22 millions de personnes. C'est évidemment complètement faux. Et puis on a des enquêtes internationales qui montrent que les Français sont ceux qui se trompent le plus sur le nombre de musulmans. Bon, il se trouve que le sujet les travaille un petit peu. Il y a une autre explication. C'est pas seulement la xénophobie, c'est que comme les musulmans sont très concentrés et qu'ils sont par ailleurs très pratiquants, il y a un effet de visibilité de la religion qui est extrêmement important et qui fait qu'il y a un sentiment du nombre du musulman qui est beaucoup plus important que la réalité. Au passage, pour vous montrer la stratégie des Saoudiens, on a 25 000 visas pour le pèlerinage en France, donc 4 millions de plus de 15 ans, ou 5 millions et demi au total. Pour l'Algérie, il y en a 35 000 pour 33 millions d'habitants. Les Saoudiens, par le pèlerinage, attirent les musulmans en fait, de France, mais aussi d'Europe occidentale. Alors, ce qui est très frappant aussi, c'est que ça, c'est la cartographie, on va dire, idéologique de l'offre d'islam en français. Ça, c'est ce qui se passe sur Facebook. Le travail idéologique et religieux, il se fait aujourd'hui très largement sur les réseaux sociaux, beaucoup plus que dans les mosquées. Le discours religieux, en gros, il est tenu par des gens à 80%. Je parle de part de marché, hein, d'audience, etc. Il est tenu par des gens qu'on peut qualifier de salafistes. Salafistes, wahhabites, on peut discuter. Il y a un discours là qui est politique, identitaire, victimaire, qui lui est plutôt tenu par des gens que l'on pourrait raccrocher à la galaxie des frères musulmans. Ce n'est pas les frères musulmans en soi, mais c'est des gens qui sont proches. Et puis là, on a 1% de part de marché, en gros, pour, l'adjectif n'est pas bon, l'islam modéré. Il y a une offensive des militants, une organisation, une volonté de prosélytisme qui est très puissant, qui explique aussi pourquoi les Français voient tant les musulmans, pourquoi c'est tellement compliqué de distinguer dans le débat intellectuel français l'islam, l'islamisme, le djihadisme, sachant que les islamistes ont besoin des xénophobes et les xénophobes ont besoin des islamistes. Bon, ça donne Éric Zemmour qui accuse tous les musulmans de France d'être des salafistes. Ben, les salafistes sont évidemment très contents puisque c'est leur objectif final. Donc ça donne de l'actualité, mais c'est vraiment le grand événement culturel d'une certaine manière, idéologique, politique, mais aussi culturel. Deuxième sujet sur lequel on voit une influence très forte du monde arabe sur la France, c'est l'armement. Bon, sans vraiment de surprise, mais les chiffres sont intéressants parce que la région ANMO, donc monde arabe, c'est 50% des prises de commandes à l'export de l'industrie de défense française. Donc c'est le seul domaine économique où il y a vraiment une dépendance d'un secteur de l'économie française à la région. Et c'est très largement l'Arabie saoudite. Mais ce n'est pas des armements stratégiques qu'on vend aux Saoudiens. On vend aux Qataris des armements stratégiques, des Rafales, des avions de combat. Avec les Émiratis, on a une base, c'est un instrument stratégique très important, et puis c'est évidemment un accord politique. Avec les Saoudiens, on leur vend du matériel qui est matériel un peu tout venant, un peu quotidien. Par exemple, les avions de combat sont tous américains et la très très grande majorité du matériel d'armement saoudien vient des États-Unis. Vous voyez, les Américains, c'est pratiquement 50% du matériel de l'armée saoudienne. La France, c'est même pas 10%. Non, pardon, ça c'est pas les Saoudiens, c'est l'ensemble de la région, mais l'ensemble de la région, c'est largement les Saoudiens. La Russie, c'est l'Algérie et puis un petit peu l'Égypte. Et puis après, il y a un peu de Chine, un peu d'Allemagne, un peu de Royaume-Uni et un peu de France. Mais il y a une très forte discordance entre ce que représente la France dans la région en matière d'armement et ce que la région représente pour la France en matière d'armement. Bon, donc là, il y a un petit bug. Sur l'énergie, il y a eu une très grande transformation depuis 1973.
c'est qu'on était dépendant à 85-90% du pétrole qui venait du monde arabe en 1973. Maintenant, ça a baissé, on n'est plus qu'à 35%, dont 10% qui vient d'Algérie. Et l'Afrique a dépassé l'Arabie Saoudite comme lieu de production de l'énergie qui est vendue en France, l'Angola et le Nigeria. Quand on inverse le regard et qu'on se dit, bon bah finalement, les pays du Golfe, ils dépendent de qui pour vendre leur pétrole? Là aussi, très grande transformation. Le sujet n'est plus américain, il n'est plus européen, il est uniquement asiatique. L'Asie, c'est les 3/4 des ventes des pays, les 3/4 des ventes de pétrole des pays du Golfe. Et la Chine achète autant à l'Arabie Saoudite qu'à l'Iran. Ce qui est en fait un élément stabilisateur. Parce que les Chinois ne peuvent pas se permettre qu'il y ait un conflit dur entre les Iraniens et les Saoudiens. Et vous voyez, ce que représente la France pour les pays du Golfe en matière d'exportation d'énergie, c'est rien. En matière gazière, c'est pareil. On achète notre gaz en Norvège, aux Pays-Bas, en Russie, puis un tout petit peu en Algérie et presque pas au Qatar. Les investissements directs, donc ça, c'est l'argent qui est investi en France. Il n'y a pas de dette. La dette française n'est pas détenue par les pays arabes. Le stock d'investissements directs étrangers, ça, en fait, on ne sait pas, parce que la plupart des investissements qui viennent du Golfe, notamment, passent par des structures qui sont européennes. Donc, ils ne sont pas enregistrés comme venant du Golfe par la Banque de France. Alors, dernier secteur où il y a une très forte dépendance, c'est évidemment le terrorisme. Alors, pour être poli, on est remonté jusqu'en 1987 pour trouver 91% des victimes du terrorisme qui sont liées au monde arabe, soit qui viennent du monde arabe, enfin des terroristes qui sont soit nés dans le monde arabe, soit originaires du monde arabe. Bon, mais la réalité, c'est que depuis 15 ans, 100% des victimes du terrorisme viennent du monde arabe. Donc, vous voyez, il y a 3 ou 4 grands sujets. L'islamisme, le terrorisme, qui n'est pas le même sujet que l'islamisme, l'armement, où on voit qu'il y a une relation qui n'est pas équilibrée et qui est même à l'inverse, déséquilibrée au profit d'une certaine manière du monde arabe. Alors, il y a 3 pays avec qui on a des relations un peu particulières. Israël. Israël, c'est 300 milliards de PIB. C'est le premier partenaire de la France au Levant, mais c'est des échanges qui sont très faibles. Je crois que c'est 2 milliards d'euros, alors qu'il y a 200 000 franco-israéliens. Et là, il y a une anomalie. Et l'anomalie, c'est probablement que les Français, quand ils arrivent en Israël, en fait, ils ne sont pas contents de leur relation avec la France et ils ne cherchent pas à développer des relations économiques. Avec l'Égypte, on fait 3,5 milliards d'échanges. Le PIB, c'est à peu près le même qu'Israël, un peu plus d'habitants en Égypte qu'en Israël, 330. On a une présence, et ce n'est pas devant monsieur l'ambassadeur et Mohamed Bouabdallah, je dirais le contraire, on a une présence qui est croissante en matière d'enseignement du français, parce qu'il y a une demande qui est croissante. Ma question, c'est la part de marché. Parce qu'évidemment qu'il y a de plus en plus d'élèves qui apprennent le français en Égypte, mais quelle est la part de marché du français? C'est évidemment maintenant une 3e langue, plus une 2e langue, mais par rapport à l'allemand notamment, comment se comporte le français, l'offre, la structuration aussi de l'ouverture des établissements. Mais vous voyez, il y a presque 10% des établissements scolaires de la région qui sont en Égypte, et il y a à peu près 5% des élèves qui apprennent le français dans la région qui sont en Égypte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, l'importance dans le domaine pharmaceutique, par exemple, des entreprises françaises. Et puis l'Iran, alors c'est un peu bougé depuis 6 mois. L'Iran, on a un très faible commerce avec l'Iran pour des raisons politiques que vous imaginez. Alors, en conclusion, quand on finit ce tableau à la fois, qui est à la fois une photographie puis un retour en arrière des échanges, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la relation avec le monde arabe, c'est une relation essentielle pour la France sur le plan de son identité. Le mot identité étant positif. C'est un sujet essentiel sur le plan de sa sécurité, notamment de la lutte contre le terrorisme. C'est un sujet essentiel en matière d'influence, influence culturelle. Et puis c'est aussi important pour l'économie, parce que l'Europe, c'est certes le premier partenaire de la France, mais le monde arabe, c'est à peu près autant que les États-Unis et la Chine, comme je vous l'ai dit. Et puis, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'armement, c'est une région absolument vitale. Bon, la conclusion de tout ça, c'est que le monde arabe, politiquement, c'est aussi important que l'Europe. C'est pas exactement ce qu'on se dit en France aujourd'hui.
Je ne parle pas du gouvernement, je parle de la population française, qui, quand elle voit le monde arabe, a surtout envie de tourner la page. Alors, je vais passer maintenant rapidement, parce que je suis déjà très long. Cette partie, elle est pédagogique pour la population française. Parce que, vu de France, ce qui se passe dans le monde arabe, c'est un grand processus d'arriération, de recul. Et moi, ce que je crois, c'est que le monde arabe est en train de se moderniser extrêmement rapidement. Et que l'agent modernisateur, l'agent de transformation le plus important, il est d'abord démographique, et c'est les femmes. C'est l'alphabétisation des femmes qui a connu, alors là, c'est des chiffres à 20 ans d'écart, 1995-2015. Si évidemment on était remonté à 1965, on aurait des écarts encore plus importants. En gros, partout dans le monde arabe, on est passé d'une sous-alphabétisation féminine à pratiquement, pour les jeunes de moins de 25 ans, les femmes jeunes de moins de 25 ans, une alphabétisation universelle. On a un accès des femmes à l'enseignement supérieur qui a considérablement augmenté, et on a plusieurs pays où il y a plus de femmes que d'hommes à l'université, ce qui n'est pas un fait tout à fait mineur, parce que ça veut dire que les femmes vont être plus éduquées que leur père, les filles sont plus éduquées que leur père, et bientôt les femmes vont être plus éduquées que leur mari. Dans des sociétés qui ne pratiquent pas forcément l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment dans la règle d'héritage, c'est un fait de transformation absolument révolutionnaire. Ce qu'on voit, c'est que l'indice de fécondité a baissé considérablement, même si dans certains pays, dont l'Égypte et l'Algérie, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un recul, enfin une réaugmentation de la fécondité depuis une dizaine d'années, mais c'est très spécifique à ces deux pays. On voit que l'âge moyen au mariage a considérablement augmenté. Ça va avec l'accès à l'enseignement et notamment à l'enseignement supérieur. Et puis, alors, chose importante, pas beaucoup en Égypte, mais très importante dans les pays du Golfe et du Maghreb, l'accès au monde extérieur. Par les réseaux sociaux, par Internet, par évidemment la télévision avant, avec un taux d'urbanisation qui a aussi très profondément transformé les structures sociales. Quand on regarde l'économie maintenant, ce qui est très spécifique, il y a plusieurs éléments spécifiques au monde arabe. À part les pays pétroliers, une situation financière qui est mauvaise, voire très mauvaise, notamment des finances publiques. Un chômage très important et cas unique au monde, plus vous êtes diplômé dans le monde arabe, plus vous avez de chances d'être au chômage, enfin de change, ou de risque. Troisième caractéristique, des inégalités qui sont extrêmement élevées. Un peu moins qu'en Chine et au Brésil, mais qui sont quand même extrêmement élevées. Et puis, quatrième caractéristique, le taux d'activité des femmes qui est encore très bas, à 20%, c'est-à-dire que les femmes sont dans les universités, sont de mieux en mieux formées, mais elles travaillent encore très peu. Et puis, dernière caractéristique qui est propre à tous les pays du monde arabe, un niveau de corruption extrêmement important, qui les place vraiment tout en bas dans la hiérarchie internationale. Bon, je passe sur les questions de stabilité. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de regarder, pour avoir une vision de la stratégie de la France, quelle était la stratégie des autres puissances. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long, mais je prends 2 ou 3 pays, à commencer par les États-Unis. En gros, et là, on va parler plutôt de ce qui s'est passé avant Trump que Trump. En gros, la politique étrangère des États-Unis dans la région, c'est 2 choses. Soutien absolu à Israël, soutien absolu au Golfe et notamment à l'Arabie Saoudite. Ça a été renforcé par Trump. Ce qui s'est passé, c'est que Barack Obama, je vais vite, après l'échec et le fiasco sanglant de l'Irak, a décidé de se mettre en retrait. Le retrait, il avait 2 causes. Une cause interne qui était tourner la page de George Bush, mais aussi une cause externe qui est le sentiment que les intérêts stratégiques des États-Unis sont de moins en moins dans le Golfe. Je vous ai montré la dépendance américaine au pétrole, qui est maintenant aujourd'hui pratiquement nulle. Surtout depuis que les États-Unis ont développé le gaz de schiste et qui sont devenus, devant l'Arabie Saoudite, les premiers producteurs mondiaux de pétrole. Donc, moins de dépendance à la région, et puis sentiment que le vrai sujet pour les États-Unis, maintenant, c'était la Chine. Donc ça, c'est le grand shift, le grand déplacement américain. Les Russes, ils ont des intérêts qui sont très clairement identifiés. Ils ont quelques intérêts stratégiques. L'accès à la Méditerranée, ça c'est les ports syriens, il y en a 2 maintenant. Envoyer l'image dans le monde arabe et dans le reste du monde qu'ils sont une puissance alternative aux puissances occidentales.
Ils ont des intérêts sécuritaires parce que le Proche-Orient, c'est l'étranger proche, hein, notamment le Levant. Et puis, quelques intérêts économiques très précis, l'armement, les céréales, et puis quelques contrats dans le domaine de l'énergie. Toute la politique de Poutine peut être lue à partir de ces intérêts et puis de ces trois, entre guillemets, valeurs. La constance, les Russes n'abandonnent pas leurs alliés, sous-entendu les Occidentaux le font. La cohérence, on soutient des pouvoirs forts, y compris des dictatures, on dit qu'ils sont laïcs, ils combattent l'islamisme sunnite, et on a un discours sur la stabilité. Et puis, et c'est aussi la grande différence avec les pays occidentaux, les Russes s'engagent, c'est-à-dire qu'ils vont sur le terrain, et ils ont un mépris absolu pour les populations civiles. Ces quatre éléments, ça vous donne des éléments de la stratégie russe. Après, elle est bonne, elle n'est pas bonne, elle est acceptable, elle n'est pas acceptable, c'est autre chose. Mais en gros, ça décrit et ça structure la stratégie russe. Les Turcs, ils sont partis 2009, 2010, 2011, même 2012, avec l'idée qu'il fallait s'étendre économiquement dans toute la région avec énormément d'agressivité, dans la région et puis aussi en Afrique subsaharienne. Ils ont essayé de créer autant qu'ils pouvaient de l'intégration régionale avec au cœur évidemment les produits turcs. Et puis ils ont fait un très gros travail d'influence culturelle. Regardez, 800%, alors ça va au-delà du monde arabe, hein, mais 800% d'étudiants d'Afrique subsaharienne en plus en Turquie en 6 ou 7 ans. Bon, après, ils ont connu beaucoup d'échecs. Après les printemps arabes, l'échec des frères musulmans à peu près partout. La Syrie, où ils étaient partis, la fleur au fusil, en disant « nous sommes les amis de Bachar, nous allons le raisonner », Bachar n'a pas été raisonné. Et ils se sont retrouvés dans une relation conflictuelle. Et puis, ils ont été rapidement très isolés, puisqu'ils se sont brouillés avec tous leurs amis. Les Iraniens, puis je m'arrêterai là. Les Iraniens, c'est vraiment compliqué. On a appelé ça, et en même temps en référence à personnalité politique majeure de la scène européenne. Je parle du président français. Parce que ils sont à la fois dans une volonté de puissance et d'exportation, et en même temps dans un complexe obsidional d'encerclement très, très, très fort. Ils ont la société qui a la plus été transformée par les changements démographiques, avec le niveau de formation des femmes qui est le plus élevé de la région. Les Iraniens ont 20 ans d'avance, en gros, hein, sur les Arabes. Et en même temps, ils ont un peu partout au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, au Liban, d'une certaine manière au Yémen, des forces qui sont actives, qui sont agressives, et qui leur permettent, eux, disent-ils, de se défendre. Les autres disent qu'ils sont agressifs. Bon, évidemment, ceux qui disent ça, c'est les Saoudiens. Les Saoudiens, ils veulent garder leur leadership régional. Ils sont à la fois très puissants, mais aussi très fragiles. Je ne sais pas si vous savez, mais le PIB par tête de l'Arabie saoudite, c'est celui de la Slovénie, entre la Slovénie et le Portugal. L'Arabie saoudite n'est plus un pays riche. Pour une raison simple, c'est qu'il y a 30 millions d'habitants en Arabie saoudite, il y a 20 millions de Saoudiens, il y a 5000 princes. Alors les 5000 princes sont très 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 riches. Les quelques familles alliées aux princes sont très 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 riches, mais la population saoudienne ne l'est plus. Et le système saoudien qui reposait sur une alliance, nous allons vous faire vivre très bien, vous n'allez pas travailler, et puis on organise la société avec le wahhabisme au cœur, en fait ce système ne tient pas. Et Mohammed Ben Salman, il est l'incarnation de la transformation nécessaire de l'Arabie saoudite. Alors il le fait à l'intérieur pour conquérir de la popularité vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis des femmes. Il sait qu'il faut faire travailler les Saoudiens et permettre aux femmes de conduire, c'est aussi permettre aux femmes d'aller travailler beaucoup plus facilement. Et en même temps, ils ont besoin d'avoir des ennemis extérieurs, donc ils se créent des ennemis extérieurs, par exemple le Qatar wahhabite, qui a la même politique, qui a eu pendant très longtemps la même politique que les Saoudiens, en moins agressifs. Les frères musulmans, quand on connaît un peu l'histoire de la constitution de l'Arabie saoudite, tout le système religieux, culturel, éducatif a été fabriqué par des frères musulmans. Égyptiens, Syriens, Irakiens, bon, les voir dénoncer les frères musulmans comme étant le grand Satan, franchement, moi, ça me fait un peu rigoler. Mais on comprend les évolutions politiques par ailleurs. Bon, les Allemands, je passe. Alors, la France. La France, il y a 3 sujets. Il y a le discours sur les droits de l'homme, qui est important pour les Français, mais surtout pour les étrangers quand ils regardent la France. Il y a des intérêts économiques, il y a des liens personnels. Et les liens personnels sont forts, notamment au Maghreb, mais aussi, par exemple, le président Chirac avait des liens très forts avec le président Moubarak. Et puis, il y a des intérêts sécuritaires, alors qu'ils sont évidents au Maghreb. Les intérêts sécuritaires, plus on est proche, plus on a des populations qui viennent de la région, plus ils sont évidents.
Donc la France soutient le système algérien, qui n'est pas exactement un système démocratique. Elle a soutenu longtemps la Tunisie de Ben Ali, qui n'était pas exactement un système démocratique. Elle soutient le Maroc, qui n'est pas exactement un système démocratique, même s'il est un peu plus présentable. Elle soutient l'Égypte et les monarchies du Golfe contre le terrorisme, mais aussi dans leur discours contre l'islamisme, qui a suivi le terrorisme. Et puis, comme il y a des intérêts, et que par ailleurs on ne sait pas très bien faire, on a beaucoup de mal à parler du salafisme, c'est-à-dire de l'islamisme le plus orthodoxe, avec les monarchies du Golfe, qui, tout le monde le sait bien, exportent le salafisme. Bon, ça, c'est une des contradictions françaises. Après 2011, la France a eu beaucoup de problèmes. D'abord parce qu'elle devait redéfinir son système d'alliance. Moubarak était tombé, avec qui s'allier en Égypte. Bon, on a suivi les évolutions démocratiques. On a suivi les évolutions en Tunisie, ça c'était facile. Mais on a continué à être les amis des monarchies du Golfe, qui ne sont pas exactement des démocraties. Bon, et on parlait de démocratie au nord, à l'est, mais pas du tout dans le Golfe. On s'est retrouvé assez vite dans le double standard. Condamné l'Iran, mais par contre on ne disait rien à l'Arabie Saoudite. On a condamné, poursuivi Kadhafi, et puis Assad, on a beaucoup parlé, mais on n'a pas fait. On a parlé des droits de l'homme dans certains pays en Iran, pas en Arabie Saoudite, et franchement pas beaucoup en Égypte, sachant que par ailleurs l'Égypte a évolué. Et puis on n'a pas été au contact, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas donné le moyen de notre discours. On n'a pas été au contact contre le salafisme, on n'a pas été au contact pour accueillir les réfugiés, et sur le conflit syrien, finalement on a failli y aller, et puis on n'a pas été. Et puis enfin, on a accordé une priorité politique et stratégique au Proche-Orient. Quand maintenant on regarde, moi je pense qu'il faut faire évoluer un certain nombre de choses. D'abord, il faut être plus réaliste ou plus néo-réaliste. Alors la bonne nouvelle, c'est que le nouveau président français a décidé, ça n'a rien à voir avec ce travail, qu'il fallait essayer d'avoir un seul discours et qu'il fallait arrêter, notamment dans le Golfe ou au Proche-Orient, de s'aligner dans un camp versus l'autre. Ça a été dit évidemment de façon un peu plus diplomatique, mais l'idée c'était, entre les Iraniens et les Saoudiens, on n'a pas intérêt à donner le sentiment, même si ce n'est pas complètement vrai, qu'on est plus proche des Saoudiens. Ensuite, la région, et c'est le plus important, la région est essentielle pour la France. Le risque, la déstabilisation d'un pays arabe, et plus on se rapproche de la France, notamment des pays maghrébins, c'est un risque majeur pour la France. Et du coup, la politique française, je pense qu'elle doit être conduite pas forcément par un grand discours sur les droits de l'homme, mais d'abord et avant tout par la réduction des incertitudes, y compris d'ailleurs en Égypte. Ensuite, il y a deux grandes nouveautés, parce qu'il y a des sujets qui sont devenus des sujets transversaux, et qui sont des sujets communs finalement avec les pays arabes. Le sujet de l'islamisme, c'est un sujet des pays arabes, de l'Égypte, mais aussi du Maghreb, mais aussi du Levant. Évidemment, le Golfe est en position un peu particulière. C'est aussi un sujet français. Et donc, tout d'un coup, on n'est plus dans une logique vous et nous, mais on est tous ensemble. Avec les dirigeants des pays arabes qui disent aux Français et aux Européens, chez nous c'est tenu, on peut discuter de la façon dont c'est tenu, mais chez nous c'est tenu, chez vous par contre, c'est pas tenu. Propagation de l'islamisme, du salafisme qui est très puissante. Les Saoudiens disent ça aux Français. La deuxième chose, c'est l'immigration. L'immigration, en Europe aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé en 2015, les migrations qui venaient de Syrie. Les Européens ont été traumatisés par ce qui s'est passé en Syrie. Et tout le monde aujourd'hui dit, maintenant le sujet c'est l'Afrique. Et du coup, ils voient les pays maghrébins de façon un petit peu différente. On aimerait croire en Europe que les pays du Maghreb vont jouer le même rôle que la Turquie vis-à-vis des Syriens. Puisque finalement les Syriens ont arrêté les Turcs contre 6 milliards de dollars. On aimerait que les pays maghrébins fassent la même chose avec les migrations à venir d'Afrique subsaharienne. Donc on en parle beaucoup. Moi, je ne suis pas sûr que les pays maghrébins soient vraiment prêts à aller dans ce type de politique. Et puis la dernière chose, je pourrais évidemment détailler, c'est revenir à cette position d'intermédiaire. La France est très forte quand elle réussit à parler à ses amis en leur disant « vous savez, il ne faut pas aller trop loin », y compris, c'est probablement ce qu'il faut retenir de 2011 et des printemps arabes, les dictatures c'est bien, mais à la fin on se fragilise quand on ferme trop les espaces de discussion. La deuxième chose, c'est qu'entre les conflits, et il y a plein de conflits qui structurent la région, notamment au Levant et notamment dans le Golfe,
ben, on gagne toujours à pouvoir parler aux deux. Et si on veut parler aux deux, il faut quand même être à peu près équidistant des uns et des autres. C'est vrai dans le Golfe, c'est vrai aussi entre les Algériens et les Marocains. Vous savez que la frontière terrestre entre l'Algérie et le Maroc est fermée. Personne n'arrive à sortir de ce conflit. Peut-être qu'un jour, même si c'est très compliqué, même si les Français disent qu'il ne faut pas, les Marocains notamment disent qu'il ne faut pas s'en mêler, peut-être qu'un jour la France pourrait soulever le point. Le débat entre les Israéliens et les Palestiniens, il a été passé maintenant complètement au deuxième plan du fait de la crise syrienne, du fait du conflit froid, enfin ou tiède entre les Iraniens et les Saoudiens. Bon, la France a une position traditionnelle, sécurité d'Israël, reconnaissance des droits des Palestiniens, et puis un jour viendra reconnaissance de l'État palestinien. Bon, là, il y a des choses à faire. Mais nous, ce qu'on voulait dire, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le Maghreb, c'est que l'intérêt de la France, pardon de le dire ici, hein, mais le premier intérêt de la France dans le monde arabe, quand on regarde les grandes régions, le Maghreb, l'Égypte, le Levant et le Golfe, c'est le Maghreb. Parce que les liens sont tellement forts avec le Maghreb que la politique vis-à-vis du Maghreb, c'est plus une politique étrangère. C'est devenu très largement une politique intérieure, et il y a un espace qui est en train de se constituer à cause des flux, de l'intensité des flux humains, économiques, politiques, culturels, qui est de plus en plus un espace commun, entre la France et le Maghreb d'abord, et puis aussi entre la France et le reste du monde arabe. Voilà. J'ai fini. Alors je le répète, tout ça évidemment n'engage que moi, vous l'aurez compris. Mon point de vue est assez indépendant, mais il a été discuté et débattu. Merci beaucoup à tous. Je vous propose maintenant qu'on passe à un petit moment de questions-réponses. Donc le micro va tourner. Je vous en prie, prenez la parole. Merci. السلام عليكم. نجلاء صلاح الدين، باحثة سياسية وصحفية. أنا بتصور إنه فرنسا دائما كانت لها دور حيادي في الصراع ما بين أو محاولات أمريكا الهيمنة على دول المنطقة. فبريطانيا كانت الحليف المباشر الصريح مع الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على العراق ومساندة موقفها في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، لكن فرنسا كانت تتسم بالحيادية. هل هناك تغير واضح في موقف فرنسا من بريطانيا أو بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ يعني وبصيغة أخرى، هل فرنسا ستحافظ على حياديتها دائما نحو المنطقة بصورة أكثر من بريطانيا فيما بعد؟ شكرا لحضرتك وأهلا بك في القاهرة. Est-ce que vous pouvez répéter le début de la question parce que je n'ai pas compris. أقول لحضرتك تاني، بتساءل عن إن بقول إن فرنسا دائما كانت أكثر حيادية من بريطانيا في مواقف نحو مواقف الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لحربها على العراق وبالنسبة لموقفها في دعم إسرائيل تماما في الصراع وقضايا الصراع العربي الإسرائيلي. هل فرنسا ودائما فرنسا كانت تحرص إنها تكون أكثر يعني نبرة ترضي الأطراف ولها دورها كوسيط في الصراع العربي الإسرائيلي؟ هل الآن بريطانيا تسير دائما في ركب الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل فرنسا ستحافظ على حديتها في المرحلة القادمة من الصراع العربي الإسرائيلي المحتدم الآن بشأن نقل العاصمة الأمريكية إلى القدس وما إلى ذلك؟ يعني أعتقد أنه فرنسا تكون أكثر حيادية. ارسم لي خريطة العلاقات الفرنسية
البريطانية في ضوء المواقف الأمريكية في المنطقة. شكرا. Alors moi, je ne suis pas un représentant de la France, hein, vous l'avez bien compris, je suis seulement un analyste. La France a toujours été neutre, oui et non. La France a toujours soutenu Israël et la sécurité d'Israël. La différence avec d'autres pays, c'est qu'elle a essayé de ne pas oublier les Palestiniens. Rien n'a changé, notamment depuis l'arrivée du président Macron sur cette position. Vous avez vu que la France n'a pas suivi les États-Unis dans la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et je ne crois pas que la France le fera à court terme, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'elle va garder sur ce sujet-là son positionnement. Et elle va prendre garde à ne pas s'aligner sur l'un ou d'ailleurs sur l'autre. Donc elle ne va pas prendre d'initiative, mais elle va veiller à pouvoir parler aux uns et aux autres et essayer de dire autant que possible la vérité sur ce dossier ô combien complexe. Vous voyez, je peux même être diplomate. شكرا على المحاضرة. بس باعتبارنا ان احنا هنا هوت في سانت كاتريال فرانسيز ايجيبت، كنت عايز مور فوكس عن العلاقات المصرية الفرنسية، حيث ان احنا دلوقتي بعد مبارك شايف ان فرنسا داخلة عميق قوي في تجميل القاهرة، وحضرنا محاضرة جميلة جدا من مهندس فرنساوي ارشيتكت طلع كتاب حوالي 200 صفحة عن القاهرة. ووسط القاهرة شايف ان فرنسيين مهتمين بإعادة تطويرها انها ترجع زي الأول، وفي دلوقتي شوارع هتبقى يعني للمشاه بس، وده طبعا مطمع كنا بنفكر فيه من زمان، نبقى كده زي دول كتيرة يبقى فيها متنفس يعني، وخصوصا بعد ما الحكومة هتتنقل دلوقتي تروح القاهرة الجديدة، فهيبقى وسط القاهرة محتاج للجهود الفرنسية دي. زائد كمان في تعاون قوي قوي في ناحية التسليح، شايف ان فيه أسلحة كبيرة قوي جت غواصات وكده هوت. فإذا كان حضرتك ممكن تلقي لنا الضوء أكتر عن العلاقات المصرية الفرنسية نكون شاكرين. شكرا. Alors, si vous voulez avoir une position officielle, vous demandez à votre voisin qui est le plus à même de vous répondre. Moi, encore une fois, je vois ça de mon point de vue. Qu'est-ce que je vois? Je vois, alors, sur le sujet que vous évoquez, l'urbanisme, il y a une très grande expertise française de gestion des villes. Il y a des très grandes entreprises françaises. Il y a Suez, il y a Veolia, il y a Vinci, il y a des grandes entreprises qui gèrent des infrastructures, qui savent développer des projets urbains et qui savent aménager. Et ça, c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire. La France est présente à construire le métro du Caire depuis très longtemps. Il y a énormément de choses à développer. Il y a un sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut dire aux entreprises françaises qu'il y a des choses à faire en Égypte. L'image de l'Égypte a été, comme l'ensemble de l'image du monde arabe, a été abîmée par ce qui s'est passé après 2011, les différentes soubresauts politiques. Et aujourd'hui, il faut recréer de la confiance du côté des entreprises françaises pour venir dans le monde arabe en général et puis en Égypte en particulier. Moi, ce que je leur dis, c'est que c'est compliqué, c'est jamais facile, mais une fois qu'on y est, en général, ça se passe très bien et les taux de marge sont extrêmement élevés. Précisément parce que c'est compliqué et que du coup la concurrence est un peu plus faible qu'ailleurs. Si maintenant on regarde le sujet politique, je pense que la France a un rôle, à la fois par sa volonté, mais aussi par l'évolution de l'environnement, a un rôle qui est aujourd'hui très important et potentiellement très important. D'abord parce que du côté des partenaires européens, d'une certaine manière, la Grande-Bretagne, depuis longtemps, a désinvesti dans la région, est affaibli sur le plan politique par sa sortie de l'Union européenne et n'a plus, d'une certaine manière, n'y croit plus. Les Allemands, ils sont présents, mais ils sont présents sur les affaires, les échanges économiques, et puis ils sont présents là où d'ailleurs en général la France ne sait pas bien être, ou n'a pas les outils pour travailler, c'est-à-dire la société civile. Il y a des très grandes ONG allemandes, des très grandes fondations allemandes, il n'y a pas du tout l'équivalent des fondations françaises.
Bon, il se trouve que de temps en temps, ça crée des petits frottements politiques. Je crois qu'il y a des fondations allemandes à qui on a demandé soit de partir, soit de réduire la voilure. Évidemment, tout ça a eu un impact politique dans la relation bilatérale. Et puis, la deuxième chose, c'est l'effacement des États-Unis. Je parle sous le contrôle, évidemment, d'acteurs diplomatiques qui sont au cœur du sujet, enfin, ou qui le constatent, mais l'effacement des États-Unis, parce que aux États-Unis, l'image de l'Égypte a été abîmée par un certain nombre de réalités, notamment au Congrès. L'aide civile, l'aide militaire a été plutôt réduite. Et d'une certaine manière, le partenaire traditionnel de l'Égypte du côté occidental a montré, y compris d'ailleurs en 2011, d'une certaine manière, qu'il croyait moins en l'Égypte, qu'il croyait moins dans le système politique égyptien, etc. Et du coup, côté occidental, qui reste ? Il reste la France. Il y a des liens maintenant anciens entre l'actuel ministre des Affaires étrangères et puis le président de la République égyptien, Jean-Yves Le Drian et le maréchal Sissi. Il y a des capacités à construire, à discuter en public et puis en privé d'un certain nombre de problèmes, y compris du problème des libertés. Et puis, il y a du côté français, du côté bilatéral, le sentiment que pour la France, c'est très très simple, il faut une Égypte stable. Et l'Égypte stable, à choisir, elle ne va pas se faire avec les islamistes. Donc l'alliance, elle est évidente. Après, moi je crois, et encore une fois, c'est mon point de vue, je crois, et c'est vraiment ce qu'on a appris en 2011 des révolutions arabes, qu'un régime, quand il se veut être trop fort et quand il laisse pas suffisamment d'espace de liberté, en fait il s'affaiblit. Voilà. Bonsoir, je vous remercie sincèrement pour votre conférence très riche et enrichissante pour moi. Je me présente, je m'appelle Khairi Sharawi, je suis professeur à l'université de l'Azhar, donc une université qui représente le monde sunnite actuellement. Vous avez parlé tout à l'heure de musulmans de la France, les musulmans français qui représentent à peu près 6 millions. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 2/3 de musulmans de la France qui pratiquent la religion musulmane, ça veut dire qu'ils vont à la mosquée, ils pratiquent les rites de pèlerinage, la prière, ils vont assister la prière de vendredi, écouter les sermons de vendredi. Je vais parler surtout du sermon de vendredi. Les imams qui prêchent le musulman de la mosquée française, la plupart des imams sont des maghrébins. J'ai pensé qu'ils étaient formés au pays maghrébin, ça veut dire le Maroc ou la Tunisie ou l'Algérie. Je constatais quand j'étais en France, pendant mes études à la Sorbonne, qu'il y avait des imams formés en Arabie Saoudite. Donc, qui reflètent un petit peu l'impact wahhabite en France, l'impact salafiste en France, et ça donne un discours qui va au radicalisme. Donc, comment profiter de relations entre l'Égypte et la France, mettre en vigueur la relation entre l'Azhar actuellement, qui représente un petit peu le discours de l'islam juste au milieu, le discours modéré sur l'islam, qui est donc quand même une explication qui essaye de lutter contre le radicalisme. J'aimerais bien avoir votre déclaration, votre clarification sur cette question. Merci. Je ne vais pas commenter le concept de wasatiyya et de juste milieu, parce que quand on parle à des musulmans, tout le monde, ils vous disent tous qu'ils sont dans le juste milieu. Alors, sur ce sujet, je vais vous donner quelques chiffres. Donc, il y a 4,5 millions, 4 millions de musulmans de plus de 15 ans en France sur le territoire métropolitain. Il y a à peu près 2500 lieux de culte, ce qui ne veut pas dire mosquée, au sens où ici on entend une mosquée. Ça peut vouloir dire garage, ça peut vouloir dire maison, ça peut vouloir dire parking, parce qu'on est encore loin d'avoir construit suffisamment de mètres carrés de lieux de culte dignes en France. Il y a 300 imams qui sont payés par des pays étrangers. Il y a à peu près 1000 mosquées qui ressemblent à des mosquées, 300 imams qui sont payés par des pays étrangers. Ces pays étrangers, c'est l'Algérie, le Maroc et la Turquie. Le plus important, c'est la Turquie, alors qu'il n'y a que 10% des musulmans de France qui ont des origines turques, 150, 120 qui viennent d'Algérie et 30 du Maroc. Mais les 30 du Maroc, c'est des grandes mosquées, relativement. Donc, il y a 700 imams qui ne viennent pas des pays étrangers,
qui en général sont originaires des pays étrangers, très largement des pays maghrébins. Ils sont alors les imams étrangers officiels. Ils ont tous été formés dans les systèmes traditionnels algériens, marocains et turcs. Ils sont donc payés par ces pays, ils sont d'ailleurs expatriés, ils ont des primes d'expatriation, ils sont très contrôlés. Il y a un petit problème avec eux, c'est qu'ils parlent en général très mal français, et même quand ils parlent français, ils ne connaissent pas la France. Et ils ne connaissent pas notamment les jeunes. Ils sont très bien pour parler aux travailleurs immigrés de la première génération, mais dès qu'on passe à la deuxième, et maintenant on est à la deuxième, troisième, voire quatrième génération, il y a un choc des cultures. Et les jeunes Français nés en France, quand ils les voient, ils se disent « mais c'est qui ces étrangers ?» Alors la France a cru pendant longtemps que les musulmans étaient des étrangers. Et que jusqu'à la fin des années 70, on a cru qu'ils allaient revenir. Bon, ça fait maintenant 30 ans ou 35 ans, presque 40 ans, qu'on a compris qu'ils ne reviendraient plus. Pour autant, l'organisation de l'islam de France repose encore beaucoup, même quasi exclusivement, sur les 3 pays dont je vous ai parlé, par l'intermédiaire d'une organisation qui s'appelle le Conseil français du culte musulman, qui est une fédération de mosquées. Et en fait, les mosquées qui composent ce conseil, ce sont largement des mosquées algériennes, marocaines et turques. Ce système ne peut plus marcher. D'abord parce que la montée du fondamentalisme religieux, il ne se fait pas dans les mosquées. Il se fait très largement dans les réseaux sociaux et dans les réseaux de sociabilité très locaux, les groupes de copains, les groupes, les fratries, y compris d'ailleurs ce qu'on voit dans le djihadisme. Et c'est un mélange entre un islam très très local, pas beaucoup dans les lieux de culte étant eux-mêmes d'ailleurs très contrôlés, et puis les réseaux sociaux. Je ne parle pas du djihadisme, hein, je parle de l'islamisme, du salafisme, etc. Il y a une réflexion qui est en cours aujourd'hui, alors pour vous montrer le sujet, au sein du gouvernement français, beaucoup plus qu'au sein des organismes qui sont censés représenter les musulmans de France. Le gouvernement français a bien compris que ce système-là ne pouvait plus fonctionner. Il sait que la population française s'inquiète, il sait que la xénophobie ou la peur de l'islam monte, après 230 morts liées, en tout cas si ce n'est à l'islam, au djihadisme en France en 2015 et en 2016, et il cherche une solution d'organisation. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'offre d'islam, de théologie en français sur les réseaux sociaux. Quand vous regardez, ce qui frappe, c'est ce que je vous ai montré là, même si on a maintenant des éléments plus détaillés, c'est la part de marché incroyablement importante du salafisme. Avec, par rapport à ici, une grande différence, c'est que la population majoritaire, évidemment, n'est pas musulmane. Et que la culture religieuse des jeunes, notamment musulmans, est très très faible, parce qu'elle ne se fait pas par les parents, elle se fait par des entrepreneurs religieux, soit dans le contact physique, soit dans le contact numérique, et que ces entrepreneurs religieux ont besoin de faire prospérer une religion qui est en opposition à celle des parents, parce qu'elle est identitaire, et parce que les jeunes générations disent aux parents « vous vous êtes fait humilier ». Et l'instrument, la religion sera l'instrument de votre fierté. Et pour ça, il faut que votre religion ne soit pas la même que celle de vos parents. Et donc il y a de la revendication qui est identitaire, qui est sociale, qui est symbolique, mais qui à la fin se termine par la construction d'un système militant islamiste au sens politique, hein, qui est très important. Et en face, par contre, rien du tout, parce que ceux qui n'ont pas de difficultés identitaires, sociales, etc., eux disent je vais pratiquer, par contre, je ne vais surtout pas m'impliquer dans l'organisation du culte. Et donc on a une vraie difficulté en France et plus généralement en Europe. Il y a une divergence à l'intérieur de la population musulmane entre ceux qui s'impliquent mais qui sont plutôt de plus en plus fondamentalistes et puis ceux qui, entre guillemets, réussissent, qui se détournent non pas de la pratique religieuse mais de son organisation. C'est l'enjeu majeur de la question de l'organisation de l'islam de France aujourd'hui. مساء الخير. ايوه حضرتك ذكرت في كلمتك ان سياسه فرنسا تجاه العرب كانت واقعه في تناقض، وهي بينما كانت حريصه على مصالحها الاقتصاديه
وعلاقتها طيبة بالدول العربية كانت بتغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان وعدم تطبيق الديمقراطية. ودول مبدئين أساسيين في السياسة الفرنسية، في القيم الأخلاقية الفرنسية. الرئيس ماكرون أعلن أنه سينهي هذا التناقض، ويجب أن تكون سياسة واضحة طبقا للقيم والمبادئ الفرنسية. هل سينجح في تطبيق هذا ولا سيغضب الكثير من الزعماء العرب اللي هم لا يطبقوا ولا يحترموا حقوق الإنسان ولا يطبقوا الديمقراطية؟ المشكلة الأخرى أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة كانت حريصة على علاقتها الطيبة بالمنطقة العربية وبحكامها، وأعتقد السياسة دي برضو مستمرة. لكن المشكلة الأخرى أن الشعب الفرنسي نفسه هو لا يقبل هذه السياسة، يعني هو لا يريد علاقات طيبة مع العرب، وبالذات المواطنين العرب اللي مقيمين في فرنسا، بينما الحكومة الفرنسية حريصة على أن تكون علاقتها بالمواطنين العرب وبالعرب طيبة. ما رأيك في هذا التناقض؟ شكرا. Alors, sur le deuxième point, heureusement que le gouvernement français a envie que la situation des Français ou des étrangers qui viennent du monde arabe soit bonne en France. Parce que sinon, vous voyez, à peu près 8%, presque 10% de la population française, si le gouvernement mettait de l'huile sur le feu, il y a déjà suffisamment de braise pour opposer les Français avec les autres Français qui viennent du monde arabe, ce serait catastrophique. Donc là-dessus, et ce gouvernement, plus que non pas le précédent, mais celui d'avant, fait très attention à maintenir une forme de cohésion sur ces sujets-là. Sur la question des droits de l'homme, moi, alors j'ai pas entendu le président Macron dire ce que vous avez dit. Je crois qu'il est assez prudent. Je vais, sur cette question, qui est évidemment une question sensible, vous dire deux choses. La première chose, c'est que si la France disait « je vais choisir mes interlocuteurs », et je vais dire à mes interlocuteurs ce qu'ils doivent faire sur le plan politique et sur le plan des libertés, on hurlerait, surtout dans la région, au néocolonialisme. Et la région est tellement importante pour la France que, par ailleurs, la France ne peut pas jouer à déstabiliser ses partenaires. Et là, je parle notamment des pays maghrébins. Parce qu'un pays maghrébin qui tombe, c'est des conséquences immédiates pour la France. La Tunisie a vacillé, elle s'est très très bien rattrapée. Il y a eu une augmentation de l'émigration tunisienne vers la France immédiate, et puis beaucoup d'inquiétudes en France. Aujourd'hui, il y a des inquiétudes importantes sur qu'est-ce qui va se passer en Algérie. Il y a un peu plus de certitude sur le Maroc, mais le Maroc a aussi ses fragilités. Donc la France, elle va toujours regarder ça d'un point de vue, c'est ce que je vous disais, la France, moi je pense que c'est ce qu'il faut qu'elle fasse, et très sincèrement, je pense de toute façon elle n'a pas le choix. La réduction des incertitudes. On est très imbriqué avec la région, et la région est en transformation très forte et très rapide, avec du coup beaucoup de fragilité partout. Du coup, l'intérêt de la France, c'est de parler avec des systèmes politiques qui sont stables, et des systèmes politiques qui sont quand même plutôt idéologiquement de son côté. Même si, vous l'avez vu, y compris en Égypte, il y a eu des variations politiques très importantes en Égypte en 4 ou 5 ans, la France a plutôt suivi ces variations. Si elle ne l'avait pas fait, qu'est-ce qu'on aurait dit? Donc, par définition, une grande puissance, dans des pays avec lesquels elle a des relations très proches, dans le contexte aujourd'hui du monde où le monde occidental ne décide plus, et il a montré en Irak à quel point c'était une erreur quand il voulait faire du changement de régime et imposer la démocratie immédiatement, tous les pays occidentaux vont être prudents. Après, c'est vraiment une question de réglage, c'est une question de relations personnelles, et puis c'est une question aussi de discours
discours public, discours privé, et puis d'appréciation de la situation. Quand on pense qu'un pays est fragile, c'est plus compliqué de critiquer publiquement ses dirigeants que quand on pense qu'un pays et un système, finalement, est assez bien installé. À mon avis, ça vous donne une clé de lecture pour comprendre la politique française, y compris en Égypte. Bonsoir. Ma question en fait porte sur sur le premier point que vous avez mentionné au début de cette conférence et qui concerne notamment la promotion de la langue française dans le monde arabe, même si je le dis avec beaucoup de réserve d'ailleurs. Donc ma question en fait est de savoir s'il existe en fait une politique linguistique post-coloniale engagée par la France dans les sociétés post-coloniales, notamment les sociétés maghrébines. Surtout, on sait très bien que les sociétés maghrébines, quand ils ont regagné leur indépendance, les pays maghrébins, ils ont engagé une politique d'arabisation, mais on voit très bien que la France, elle a toujours continué en fait à renforcer sa présence dans ces pays-là, surtout à travers les instituts français qu'on peut trouver en fait dans pratiquement chaque ville de chaque pays. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il existe une politique linguistique post-coloniale ? Il y a une politique linguistique après la colonisation. Post-coloniale, c'est un sens politique que je vois bien. Je vais vous répondre très simplement. Une politique, enfin, et notamment une offre de langue, c'est une offre et une demande. S'il n'y a pas de demande, petit à petit, l'offre s'épuise. Tout simplement parce que personne n'a envie de financer des écoles, des lycées, des instituts culturels qui sont vides. Je vous montrais une statistique sur l'image de la France. Plus les pays ont été colonisés, plus l'image de la France est bonne. Plus la demande de français est importante. Donc, oui, il y a une politique d'influence de la France dans ces pays, qui sont des pays très proches, à la fois géographiquement, et puis très proches politiquement, et puis très proches parce que les populations se connaissent. Et donc, moi, je trouve que c'est normal, je pense que c'est même important que la France diffuse sa langue, sa culture et son influence. Et j'irai même plus loin. Je pense que c'est important pour les pays arabes eux-mêmes. Je vais parler du Maghreb, plus facile que de parler de l'Égypte, et puis ça a plus d'actualité avec les pays du Maghreb. Aujourd'hui, le champ politique maghrébin, il est structuré très largement par la relation avec la France. Il y a, en gros, des espaces politiques, enfin, il y a un espace politique binaire. Il y a ceux qui sont... Je caricature, hein. Il y a ceux qui sont du côté de l'islam, du côté de l'arabe, du côté du monde arabe et du Golfe. Je prends un exemple, le seul pays démocratique de la région, la Tunisie. Il se trouve qu'ils sont socialement assez marqués et géographiquement très localisés. Le centre, le sud du pays. Et puis, il y a ceux qui regardent vers la France, d'abord parce qu'ils ont des liens eux-mêmes en général assez importants avec la France, qui regardent vers le français, qui regardent vers les valeurs françaises. Pas forcément les valeurs personnelles ou morales, mais notamment la relation avec la religion. Et puis, osons-le, l'idée d'esprit critique. Si la France dit au Maghreb, eh ben, nous nous retirons, c'est un problème pour la France, mais c'est aussi un problème pour toutes ces personnes qui comptent sur la France pour structurer le champ politique, pour être présentes à un moment où il y a un débat très fort, qui est le débat de la modernisation de ces sociétés. Entre, d'un côté, ceux qui promeuvent une certaine vision de la société et de l'avenir de ces pays, et puis ceux qui promeuvent une autre vision de la société, inspirée, c'est vrai, par l'histoire, pour eux. Donc, moi, je pense que c'est l'intérêt de la France que la France soit présente, et c'est l'intérêt des pays du monde arabe, et notamment des pays maghrébins, que la France soit présente et s'engage dans ces pays, au Maghreb, mais aussi en Égypte. Donc, il faut assumer la politique postcoloniale. أشكرك على هذا العرض الشيق والقيم. سؤالي هو، ذكرت في بداية المحاضرة حضرتك أن حقوق الإنسان تكون صورة فرنسا وتتحكم في خطابها. كما قلت أيضا أن بشار الأسد جزار، وأشكرك على هذا المصطلح، يعني يمكن قليل اللي انتصروا للقضية السورية. برأيك كمحلل، لماذا لم تنتصر فرنسا لحقوق الإنسان المنتهكة منذ وصول الأسد أو منذ وصول البعث الأسدي إلى السلطة في سوريا؟ مع العلم أن أغلب منظري البعث هم ممن درسوا في فرنسا، وكذلك البعض يرى أن في نظام الأسد نبتة لجذور جيش المشرق أو جيش الشرق. أضف إلى ذلك أن سوريا تعتبر منطقة نفوذ فرنسية
أضف إلى ذلك أنه النظام أيضا أتوقع هو مدان في اغتيال بعض المثقفين الفرنسيين أمثال ميشيل سورا. وشكرا لك. Écoutez, sur cette question compliquée, je crois que la réponse à cette question-là est assez simple. Si la France avait pu faire plus en étant certaine qu'elle aurait un impact immédiat et qu'elle savait ce qui allait se passer après, en matière de stabilisation de la Syrie, elle l'aurait fait. Je ne pense pas qu'elle avait les moyens militaires de le faire, notamment toute seule. Ça, c'était le débat du mois d'août 2013, après les attaques chimiques, les premières, ou peut-être pas les premières, les deuxièmes attaques chimiques du régime de Bachar el-Assad contre sa population. Et sur ce sujet-là, tout le monde, instruit par l'expérience irakienne, s'est toujours posé la question, qu'est-ce qu'il y a après ? Y compris si on fait des frappes militaires, comment se recompose la région ? Quel est le rôle des groupes armés qui sont présents? Quel est le rôle de l'Iran? Quel est le rôle de la Turquie? Quelle est la place des Kurdes? Quelle est la place des minorités chrétiennes? Etc. Donc franchement, je ne crois pas que ce soit par manque de volonté que la France finalement n'est pas intervenue. Je pense que c'est plutôt par manque de moyens, d'abord militaires, mais c'est aussi par manque de solutions politiques post-conflit militaire, parce que vous savez, toujours on dit il faut gagner la guerre, mais il faut surtout gagner la paix. Et même du côté des puissances occidentales, personne n'avait les moyens raisonnables de se dire nous savons comment faire pour gagner la paix. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Monsieur El-Khoury, bonjour. Je voulais revenir juste sur un point que vous avez évoqué lors de votre conférence. Vous avez parlé de l'augmentation de l'alphabétisation des femmes dans les pays arabes. Et vous avez ensuite dit que, en raison de cette évolution-là, les femmes arabes seraient au final plus éduquées que leurs pères, et que ça aurait une influence sur l'égalité homme-femme dans le monde arabe. Premièrement, qu'est-ce que vous entendez par égalité homme-femme dans le monde arabe? Et deuxièmement, quel est le lien en fait entre cette évolution de l'alphabétisation et l'égalité homme-femme? Deuxièmement, par rapport à ce qu'a dit la demoiselle et ce que vous avez dit suite comme réponse, en réponse à sa question, vous avez dit que il était tout à fait normal et bien que la France diffuse sa langue et sa culture dans les pays arabes. Ma question est qu'est-ce qui légitime en fait cette diffusion-là dans les pays du Maghreb actuellement, aujourd'hui, en 2018? Alors, qu'est-ce que j'entends par égalité homme-femme? Je prends quelques exemples. Je prends un exemple qui est un sujet d'actualité. Il y a aujourd'hui à Tunis une marche pour l'égalité dans la règle d'héritage. Il n'y a pas un pays arabe, d'ailleurs je pense musulman, où les filles héritent autant que les garçons. Pourquoi? Dans le Coran, c'est écrit qu'il faut la moitié. Avant le Coran, c'était 0. Donc après, il y a un sujet d'interprétation sur qu'est-ce que dit le texte coranique. L'organisation de la société et de la famille arabe traditionnelle fait qu'il y a un statut et une place qui est couramment assignée aux garçons et aux filles, aux hommes et aux femmes. On le voit très bien dans les chiffres. Je vous ai parlé du taux d'activité féminin qui est très bas. Bon, ça dit quelque chose sur la place des femmes dans l'espace public, la place des femmes dans l'espace privé. Il n'y a pas d'égalité. Vous allez me dire, il y a une égalité nulle part. Même pas en Norvège ou en Suède, où là, il y a eu un mouvement « balance ton porc » en disant « regardez ». Bon. En général, les hommes dominent les femmes. Bon. Dans le monde arabe, c'est un peu organisé, y compris sur le plan juridique. On peut le contester, hein, mais moi, je peux dire ça assez facilement parce que mon père est tunisien, du coup, voilà, personne peut m'accuser d'être je sais pas, arabophobe. Bon. Je vous donne un autre exemple pour vous dire qu'il faut comment dire, avoir un peu de distance. Dans le monde arabe, il y a à peu près 102 filles ou 102 garçons pour 100 filles. C'est en fait le produit naturel de la fécondité. Quand vous allez en Chine ou dans certains États du nord de l'Inde, vous avez 120 garçons pour 100 filles. 120 garçons pour 100 filles, ça, c'est pas un fait naturel.
c'est que, notamment en Chine, avec la politique de l'enfant unique, en fait, les parents font des échographies et font des avortements forcés quand ils apprennent que le bébé à naître va être une fille. Je vous dis ça, je donne cet exemple en France de temps en temps quand on me dit les Arabes maltraitent leurs femmes. Oui, on ne peut pas dire qu'il y a une égalité parfaite, mais enfin bon, les Arabes ne tuent pas les filles à naître. Voilà. Dans certains États chinois, on tue, ou en tout cas, enfin, on fait des avortements parce qu'on sait que le bébé à naître est une fille. Donc il y a pire pour la situation des femmes que le monde arabe. Après, qu'est-ce qu'on voit? Ben oui, aujourd'hui, quand vous avez 60% de femmes à l'université, même si elles ont du mal à rentrer sur le marché du travail, ben, leur niveau éducatif, de plus en plus, va être supérieur à celui de leur mari. Ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Mais surtout, dès aujourd'hui, le niveau éducatif des filles qui ont moins de 30 ans ou moins de 35 ans, parce que tout ça est récent, le niveau éducatif des filles est en train de devenir plus élevé que celui de leur père. Quand vous êtes éduqué, d'abord vous faites des études plus longues. Quand vous faites des études plus longues, vous avez moins d'enfants. Et puis, vous avez la capacité, tout simplement, à dire non. À dire l'ordre ancien, l'ordre traditionnel, bah en fait, non. Non, parce que d'abord, j'ai une capacité à avoir une autonomie financière, parce que je vais pouvoir travailler. J'ai une autonomie intellectuelle, et donc je vais pouvoir revendiquer un certain nombre de droits. Ce n'est pas du tout un hasard, de mon point de vue, hein, si l'islamisme, qui existe depuis un siècle, s'est développé de façon considérable à partir des années 70, enfin 60-70 en Égypte, mais il y avait l'Égypte a eu une avance intellectuelle, mais surtout à partir des années 80 et puis 90, partout dans ces sociétés où la transformation du statut de la femme a commencé et s'est accélérée. Pour moi, l'islamisme, c'est d'une large manière une forme de réponse des sociétés, notamment des hommes, à la transformation du statut des femmes. Parce que c'est une façon de dire, il faut rester au statu quo avec une bonne raison, qui est une raison transcendante. Et puis une raison de la tradition. Donc on a des sociétés qui sont en train de bouger, de se transformer de façon extraordinairement rapide. Les vrais agents de la transformation, à coup sûr, ce sont les femmes. Et l'évolution du statut des femmes, d'une certaine manière, ça se fait malgré elles. Parce que ce n'est pas une transformation politique. C'est d'abord une transformation sociale. Et puis, ben, on voit bien que, regardez ce qui se passe en Iran. L'Iran a 20 ans d'avance par rapport aux pays arabes. La société s'est laïcisée par le bas. Ce qui ne veut pas dire que les Iraniens ne croient plus, ce qui ne veut pas dire que les Iraniens ont oublié leur patriotisme ou leur nationalisme, mais la société s'est laïcisée par le bas, et puis on voit de plus en plus une société structurée dans son champ politique entre le bas de la société, notamment les couches moyennes éduquées, avec au cœur la situation des femmes. Regardez le débat qui est en ce moment pour que les Iraniennes se dévoilent. Et puis un système de pouvoir, qui est aussi un système économique, qui est l'héritage des mollahs, mais maintenant on est passé à la deuxième génération, qui essaye de tenir le système. Il y a une tension très très forte. En Arabie Saoudite, il y a exactement la même tension en fait, sauf que la transformation sociale est plus récente, mais d'une certaine manière elle est plus brutale. Et l'Arabie Saoudite, c'est 3 ou 4 chiffres. C'est 60% de femmes à l'université. C'est un taux de fécondité qui est passé de 6 à 2,5 en gros en 25 ans. C'est une population qui est passée de 10 à 30 millions en 30 ans. Et c'est aussi le taux de Facebook par habitant le plus élevé du monde. Et c'est le taux d'obésité le plus élevé du monde, devant les États-Unis. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a c'est une société qui est en transformation ultra rapide et avec des fractures partout. Des fractures parce qu'il y a une discordance absolue entre ce que les Saoudiens et les Saoudiennes voient sur leurs écrans et puis ce qu'ils vivent dans leur vie quotidienne. D'une certaine manière, ils sont à l'arrêt. Ça, c'est leur taux d'obésité. Donc il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement physique, mais il y a une transformation intellectuelle qui est absolument incroyable. Bon, pourquoi MBS arrive maintenant? Parce que, d'une certaine manière, il a compris ça et c'est une façon pour le système saoudien de se sauver. Parce que s'il n'y a pas les transformations internes et sociales très rapide, très importante en Arabie Saoudite, c'est tout le système politique qui va casser.